Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet un petit peu difficile, mais qui est passionnant lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'art. Et vous allez voir que ce sujet, vu par les artistes, est un domaine complètement fascinant. Je vais vous parler de la folie. Alors, vous savez, la folie, c'est un mot qui est chargé de signification, chargé de mystère. Ça fait à la fois peur et à la fois ça fascine. Et à travers les âges, la folie n'a cessé de hanter l'imaginaire collectif et les artistes s'en sont emparés puisque la folie s'est incarnée dans l'art. La folie, c'est à la fois le chaos et la création, l'exclusion et l'inspiration. Elle est tantôt une malédiction divine dans l'histoire, dans la conception de ce qu'est la folie, mais tantôt un génie incontrôlable. Lorsqu'on parle de certains artistes, la conception de beaucoup de gens, regardez, parlons de Vincent van Gogh par exemple. Certains vont penser, à tort d'ailleurs, mais que c'est la folie qui hantait Vincent van Gogh qui a fait de lui l'artiste que l'on connaît. Et donc, tantôt malédiction divine, tantôt génie incontrôlable, la frontière est extrêmement floue entre ce que l'on considère comme normal et ce qui échappe à notre compréhension. Et les artistes, eux, ont toujours dansé avec cette limite. Certains ont été qualifiés de fous, je vais vous parler de Van Gogh, d'autres ont représenté les fous. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui en nous posant la question à chaque fois où se situe la vérité. Et on va voir qu'à travers des peintres comme Bosch, comme Bruegel ou comme Goya, nous allons voir les choses de mille façons. Parce que ces maîtres de la peinture, de la folie, de la déraison ont capturé l'absurdité du monde et le miroir déformant des sociétés qui les ont vus naître. Parce que leur art transcende la simple observation. Il explore ce qui se cache derrière les rires, derrière les larmes, derrière les masques parfois. Et du Moyen-Âge, où le fou est marginalisé, rendu grotesque, jusqu'au IIe siècle, où il devient le reflet des angoisses de l'homme moderne, la figure du fou a évolué de manière extrêmement importante. En parallèle, l'artiste, lui, est perçu comme un être à part. Et l'artiste lui-même va devenir un sujet de fascination entre folie et raison. Géricault peint des aliénés, Goya les enferme dans des visions noires, Courbet se peint lui-même comme un fou désespéré. Tous incarnent cette ambiguïté entre création et folie. Alors là, je vous pose une question, mais au fond, qu'est-ce que nous raconte cette fascination, cette obsession pour le fou et l'art, et pour le fou dans l'art? Qu'est-ce que ça révèle de nos peurs et de nos fantasmes? Et surtout, pourquoi les artistes, plus que quiconque, semblent si souvent flirter avec cette frontière incertaine? Dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans l'histoire fascinante des fous, dans l'histoire fascinante de la folie à travers les œuvres qui les ont immortalisés. Du Moyen-Âge à l'aube de la modernité, je vous propose de découvrir ensemble comment la folie, vraie ou supposée, a façonné l'art et les artistes. Watch out for the Draco who cometh in futurum to gnaw your anima. La morte est suprenos. Le Moyen-Âge, période de bouleversement profond, est marqué par des épidémies dévastatrices, des hérésies naissantes et des transformations politiques radicales. Ce monde, autrefois cimenté par l'Église catholique toute-puissante, vacille. Les certitudes s'effondrent, laissant place à une angoisse collective. Dans ce contexte de crise, la folie surgit comme un miroir des craintes et des désordres de l'époque. Elle devient une figure centrale dans l'art et la littérature, incarnant à la fois les excès, les désirs et les peurs profondes de la société médiévale. Les artistes s'emparent de ce thème pour explorer les confins de l'âme humaine et donner forme à l'indicible. Au Moyen Âge, la folie est perçue comme une rupture avec la raison,
La raison, ce don divin qui distingue l'homme de l'animal. Déraisonner, c'est s'éloigner de Dieu et s'approcher du diable. Cette conception s'enracine dans les textes bibliques, tels que le psaume 52, qui déclare « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». La folie alors devient une manifestation du péché et une preuve de la présence démoniaque. Dans les arts, cette vision trouve un écho extrêmement puissant. Les artistes traduisent les terreurs de leur époque en images saisissantes. Ne serait-ce que le plus grand d'entre tous, Jérôme Bosch, qui est un peintre visionnaire et qui nous offre une représentation hallucinée de la folie, par exemple, dans La Nef des Fous, daté de 1494. Ce tableau, véritable manifeste pictural, dénonce la corruption humaine et le détournement des valeurs chrétiennes. Bosch y mêle des figures grotesques et des scènes absurdes, témoins d'une société en dérive. L'obsession pour la folie se manifeste également dans des pratiques médicales et les croyances populaires. La trépanation, par exemple, vous savez, c'est le fait d'enfoncer un objet métallique dans un crâne humain. La trépanation symbolise l'espoir de délivrer l'esprit des forces malignes. Cette pratique, bien que marginale, inspire des récits et des représentations artistiques. Alors, cette pratique, elle est très ancienne, elle date en réalité de la plus haute antiquité et même on connaît des histoires de crânes trépanés médicalement avec des gens qui ont survécu après dans le paléolithique, donc à la préhistoire. Cette pratique, bien que marginale, inspire des récits et des représentations artistiques. Dans certains tableaux, des chirurgiens, assimilés évidemment à des charlatans, extraient ce qu'ils appellent la pierre de folie du crâne des malades. Parce que certains pensaient que la folie était une pierre placée dans le crâne des fous. Ces scènes, à la fois macabres et satiriques, illustrent l'ambiguïté entre science et superstition. Dans les Flandres, des récits plus fantaisistes prennent vie. On y voit par exemple un boulanger légendaire qui aurait imaginé recuire les têtes malades dans son four pour en extraire la folie. Peter Bruegel l'Ancien reprend cette idée dans ses œuvres, mêlant critique sociale et humour noir. Dans Le combat de Carnaval et de Carême, réalisé en 1559, il juxtapose les excès de la fête et les rigueurs de l'abstinence, opposant le grotesque au sacré. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, les fous peuplent les marges des manuscrits enluminés et les recoins des cathédrales. Ce n'est pas pour rien que Umberto Eco, dans Le nom de la rose, fait du fou un personnage central. Ces figures hybrides, mi-humaines, mi-monstres, incarnent l'altérité et l'inquiétante étrangeté. Les gargouilles, par exemple, symbolisent à la fois la protection divine et les forces chaotiques. Sur la cathédrale de Strasbourg, les vierges sages et les vierges folles t'offrent une lecture morale de la folie. Les vierges folles, séduites par le diable, incarnent les péchés de la vanité et de la démesure. C'est à peu près à la même époque que la littérature célèbre l'amour fou, au sens propre du terme, un sentiment qui défie les conventions sociales et les conventions religieuses. Le roman de Tristan et Iseut illustre cet idéal en dépeignant une passion dévorante, née d'un filtre magique. Cette histoire, reprise par Richard Wagner au XIXe siècle, devient une métaphore de la folie amoureuse, capable de renverser l'ordre établi. Dans l'art médiéval, l'amour courtois est souvent associé à des figures de fous, à des figures de folie. Ces personnages oscillent entre l'excès et l'idéal, incarnant la tension entre le désir physique et le devoir. L'amour, bien qu'exalté, est présenté comme une force dangereuse, destructrice, maligne. À la Renaissance, le fou migre des marges vers les cours princières. Il devient le bouffon, une figure ambivalente, à la fois divertissante et critique. Les figures des fous, tels ceux de Diego Velázquez, donc dans sa peinture du bouffon Don Juan de Austria, réalisée en 1632, témoignent de leur importance
au sein des cercles de pouvoir. Ces personnages, loin d'être de simples amuseurs, jouent un rôle subtil, mêlant satire et vérité. William Shakespeare, dans La Nuit des Rois de 1602, explore la complexité du rôle de bouffon. Son personnage, Feste, maître des mots et de l'esprit, illustre le pouvoir subversif de la folie. Et à travers lui, Shakespeare interroge les normes sociales et les frontières entre la raison et la déraison. Avec la Renaissance, la folie prend une dimension plus universelle. Sébastien Brandt, dans La Nef des fous, dresse un inventaire des travers humains. Ce texte, illustré par des gravures saisissantes, rencontre un succès fulgurant. Brandt y dénonce les vices de son époque, tout en invitant à une réflexion morale. De son côté, Erasme, dans L'Éloge de la folie de 1511, adopte un ton plus ironique. Sa narratrice, Dame Folie, critique les ecclésiastiques et les marchands, tout en célébrant les vertus de l'innocence et de l'irrationalité. Ce texte, illustré par Hans Holbein, marque un tournant dans la perception de la folie, qui devient un outil de critique sociale et de critique philosophique. Au XVIIe siècle, la contre-réforme impose une vision plus rigide de la morale. La figure du fou, perçue comme subversive, disparaît progressivement de l'art. Les œuvres d'Erasme et de Brandt sont censurées, tandis que l'humanisme cède le pas à un ordre plus austère. Cependant, au XIXe siècle, la folie ressurgit. Et c'est avec le romantisme, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. Francisco de Goya, dans ses peintures noires, explore les ténèbres de l'âme humaine. On le voit par exemple avec son Saturne, dévorant un de ses fils, réalisé entre 1819 et 1823, incarne la folie destructrice. C'est une métaphore des guerres et des tragédies qui ravagent alors l'époque. Plus proche de nous, dans l'ère moderne, eh bien, les choses changent encore. Dans un monde industrialisé et de plus en plus rationnel, la folie devient un refuge pour les artistes. Gustave Courbet, dans son Désespéré, réalisé en 1843, exprime les angoisses de son époque. De son côté, Théodore Géricault, avec ses portraits d'aliénés, questionne les frontières entre le génie et la folie. Et d'ailleurs, cette façon de voir les choses, elle est toujours vraie, puisque de nos jours encore, cette façon de concevoir la folie, qui est une limite, qui est un pont entre le divin et le rationnel, elle est encore présente dans notre conception du monde. Et la figure du fou, qui était autrefois marginalisée, devient centrale dans l'art moderne. Elle révèle les contradictions d'une société en quête de sens, qui oscille entre le progrès et le désenchantement. La folie, à travers les siècles, reflète les peurs, les désirs et les aspirations de l'humanité. Qu'elle soit représentée comme un vice, une maladie ou une source d'inspiration, la folie reste un puissant miroir des sociétés qui l'ont façonnée. To bring laughter and joy to the world. Mais il est temps que je m'intéresse à la période contemporaine. Parce que vous allez voir que du point de vue de la folie, elle n'est vraiment pas en reste par rapport au Moyen-Âge. Parce que la figure du fou, loin de disparaître avec les évolutions sociétales, s'est transformée pour refléter les tensions, les incertitudes, les peurs et les obsessions du monde contemporain, de notre monde à nous d'aujourd'hui. De nombreux artistes, écrivains, cinéastes continuent de s'en emparer, faisant du fou une métaphore puissante pour dénoncer à la fois les dérives politiques, les dérives économiques et les dérives technologiques de notre monde. L'art contemporain utilise souvent la figure du fou pour dénoncer l'absurdité des systèmes de pouvoir. C'est le cas de Banksy, par exemple, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Banksy, figure emblématique du street art, détourne fréquemment, pour ne pas dire quasiment toujours, les symboles du pouvoir pour en révéler la folie sous-jacente. Dans ses œuvres, des figures de clowns, de pantins ou d'individus grotesques incarnent les élites
aveugle à la réalité des vrais gens, comme on dit. De la même manière, le cinéaste Todd Phillips a exploré dans son Joker de 2019 la folie comme réponse à l'oppression sociale. Le personnage d'Arthur Fleck, marginalisé, humilié, devient un fou meurtrier dont les actes dénoncent une société injuste et déshumanisée, puisque c'est cette société qui le transforme en Joker. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Le succès de ce film illustre l'écho que trouve cette thématique dans une époque marquée par les inégalités et les tensions sociales. On pourrait parler aussi du travail du photographe sud-africain Roger Balen dans une de ses séries les plus fameuses qui s'appelle Asylum of the Birds, réalisée en 2014. Dans cette série, il explore les recoins sombres de la psyché humaine. Ces images qui mêlent réalité et fiction donnent vie à des personnages troublants, à la frontière entre le fou et le visionnaire. En capturant ces visages marqués et ces mises en scène absurdes, Balen questionne la normalité et les normes sociales. Parce que qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'aux yeux du fou, le fou pense peut-être qu'il est normal et que c'est le monde autour de lui qui est fou. Et combien sommes-nous à penser que le monde autour de nous est devenu fou? Avec le réchauffement climatique, avec la montée de l'extrême droite dans le monde, avec la destruction de notre planète, avec le fait que des tas de normes que nous pensions évidentes sont basculées au fur et à mesure du temps, où est la folie? Et c'est d'ailleurs une autre question qui apparaît, c'est dans la société actuelle qui est dominée par la technologie, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui commence à être partout présente, le fait que les algorithmes gèrent nos vies, le fou devient aujourd'hui un symbole de résistance face à l'aliénation numérique. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le peintre et performeur chinois Yu Minju, que vous connaissez pour ses portraits grotesques au rire figé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une critique acerbe de la société de consommation et de la surveillance. Ces personnages, prisonniers d'une expression unique, incarnent à la fois la perte de l'individualité dans un monde hyper connecté et le fait que nous sommes sans cesse regardés et obligés de porter un masque social. J'aimerais parler aussi de Charlie Brooker, qui, dans son travail dans la série Black Mirror, je vous en ai déjà parlé de cette série, parce qu'elle est artistiquement passionnante et allez, dans les questions éthiques qu'elle pose, juste passionnante. Eh bien, Charlie Brooker utilise chacun de ces récits dystopiques pour explorer les folies engendrées par la technologie, par les technologies modernes. Des épisodes comme White Bear ou 50 Million Merits montrent des individus réduits à l'état de pantin dans un système technologique omniprésent, où la quête de sens devient une forme de folie. Allez, on pourrait parler de Ai Weiwei. Alors, Ai Weiwei, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai encore. Que fait Ai Weiwei dans ses installations monumentales? Il mêle justement une critique politique et la folie symbolique. Des œuvres comme Sunflower Seeds. Alors, Sunflower Seeds, c'est juste génial, c'est des millions de graines de tournesol qui sont en réalité des millions de graines en porcelaine peintes à la main, dénoncent la démesure industrielle, l'illusion du progrès. Aujourd'hui, la figure du fou est aussi utilisée pour explorer les problèmes liés à l'identité. Mais, par exemple, alors, elle aussi, je ne suis pas très fan de performance en général, mais j'aime beaucoup les siennes, c'est Marina Abramović. Marina Abramović, qui fait donc des performances, elle se met en scène dans des états limites, où le corps et l'esprit sont poussés à l'extrême. Dans Artist is Present, ce qu'elle a fait en 2010, par exemple, elle explore la vulnérabilité et la fragilité psychologique de l'individu face au public voyeur. Elle se place dans une situation où elle est elle-même
son œuvre d'art, elle-même sa création, et où chacun peut venir s'installer face à elle ou la regarder être la personne qu'elle est. Et c'est toute la question de la folie, de la médiatisation de l'individu. Aujourd'hui, n'importe quelle personne devant son smartphone peut être vue par plus de personnes que Molière pendant toute sa vie, grâce à Internet. Eh bien, c'est toute cette question qui est posée sans arrêt philosophiquement et artistiquement. Le rapport entre le fait d'être vu et le rapport avec la postérité, le fait d'exister. On pourrait parler aussi de Diane Arbus, dont je vous ai parlé énormément, qui est célèbre pour ses portraits d'individus marginalisés. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle capture la folie sous toutes ses formes, des clowns, des personnes internées, des gens qui se déguisent. Ces images telles que Child with a Toy and Grenade in Central Park, qu'elle a réalisé en 1962, montrent des visages marqués par l'altérité, la folie, tout en posant la question de la normalité. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le fait d'être sain mentalement? Est-ce que ce que nous croyons être vrai et juste n'est pas de la folie? Il y a une autre œuvre d'art, moi, qui m'a passionné sur le thème de la folie dans sa conception actuelle. C'est ce film extraordinaire de Michel Gondry qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qu'il a réalisé en 2004, dans laquelle il explore à la fois la folie de l'amour et la quête identitaire, à travers des personnages qui sont hantés, perturbés, transformés par leurs souvenirs. Et le film joue avec la frontière entre la réalité et l'hallucination. Clémentine Krouchinski a fait effacer Joël Barrèche de sa mémoire. Merci de ne plus lui parler de leur relation. J'aimerais que l'on efface Clémentine Krouchinski. C'est exactement ça, la vie humaine. C'est où s'arrête le réel, où commence la folie. Nous sommes tous hantés par des pensées magiques, par un rapport bizarre avec le réel. Regardez, je suis sûr que vous vous êtes fait tirer les cartes une fois dans votre vie. Je suis sûr que de temps en temps, vous regardez votre thème astral. Je suis sûr que de temps en temps, vous croyez que en jouant le 2 ou le 3 à la loterie, l'univers, le cosmos, Dieu, ce que vous voudrez, va vous rendre riche. Eh bien, tout cela, c'est une forme de folie. C'est la même forme de folie que de croire en certaines valeurs absurdes, comme la valeur de l'argent, par exemple. C'est une valeur absurde. Alors, nécessaire pour vivre dans la société, mais absurde. Et tout cela, ce sont la complexité des émotions humaines. Nous avons tous eu des moments d'hallucination ou des moments de désordre psychologique, dans la colère parfois, le moment où quelque chose nous met suffisamment en colère pour que nous sentions que nous sortons complètement de nous-mêmes en disant des mots dont nous savons, quand nous les prononçons, que nous les regretterons un jour. Eh bien, c'est une forme de folie. Mais l'art contemporain célèbre aussi la folie d'une autre façon, c'est-à-dire comme une forme de liberté. Une forme de liberté face au carcan, à l'enfermement de la société. C'est ce que fait Yayoi Kusama. Elle crée des installations qui immergent le spectateur dans des univers hallucinatoires. Alors, Kusama, elle a été diagnostiquée schizophrène et elle revendique sa folie comme source d'inspiration et de créativité. On pourrait parler aussi de Damien Hirst avec ses œuvres provocantes comme For the Love of God, où il montre, donc en 2007, un crâne humain incrusté de diamants. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec la notion de démesure et de vanité. Il incarne une forme de folie qui défie les conventions de l'art et les attentes du public. On pourrait parler des artistes sonores aussi, par exemple comme Nick Cave. Donc lui, il est musicien, il est performeur et il a réalisé un projet qui est passionnant aussi, qui s'appelle Sound Suits, dans lequel il fabrique des costumes extravagants qui évoquent des figures vaguement carnavalesques. Et ces créations sont inspirées par les injustices sociales, les injustices raciales, et transforment le rapport à l'autre, le rapport au corps différent de l'autre, comme une folie, et mettent en exergue en creux cette folie en faisant de ces costumes une arme politique et une arme poétique.
Mais plus loin, hein, avec l'avènement des réseaux sociaux, la folie se réinvente de toutes les façons possibles et dans tous les espaces numériques. On le voit avec certains influenceurs et leurs performances virales sur des plateformes comme TikTok ou YouTube, où leurs performances reflètent une quête désespérée de visibilité qui frôle souvent avec l'absurde, voire avec le grotesque. Cette nouvelle folie des influenceurs, ou de ceux qui rêvent de le devenir, bien que différente de celle des artistes des siècles passés, résonne avec des thématiques universelles. La lutte pour exister, le combat avec la représentation médiatique de la société du spectacle qui nous rend obligatoirement acteurs ou spectateurs, la recherche de sens et l'effacement des frontières entre la réalité et la mise en scène. On pourrait parler, par exemple, des pranks. Vous savez, les pranks, c'est les farces en français que certains youtubeurs font sur les réseaux sociaux. Mais ces vidéos, souvent mises en scène de façon théâtrale, basculent parfois dans une violence symbolique inouïe ou réelle parfois. Mais par exemple, on pourrait parler de ce youtubeur qui s'appelle Vitaly Zorovetsky. Lui, il s'est fait connaître par ses farces extrêmement controversées qui l'ont conduit à plusieurs reprises à des confrontations avec la loi. Là, je vous mets un tout petit extrait d'une de ces vidéos où il vole le sac d'une personne en laissant à la place une valise de billets de banque avec 100 000 $ à l'intérieur. Eh bien, évidemment, il est arrêté par la police parce qu'il se débrouille pour commettre ce prétendu vol à proximité de policiers. Et il explique que ça n'est qu'un échange, mettant la personne volée dans le rôle du criminel. Ces performances interrogent où se situe la frontière entre l'humour et l'absurde, entre la créativité et l'exploitation des émotions du public et le fait d'être sain d'esprit et la folie. You keep walking, all right? No, I have to deliver my box. No. Excuse me? Yes, he doesn't want to give me the package. Yes. I need my package. Hey, I do need you want my- to go to jail? Sur TikTok, les tendances virales exacerbent cette dynamique. Moi, je pourrais parler par exemple du défi Milk Crate Challenge, où des participants tentaient de marcher sur une pyramide instable de caisses en plastique, ce qui a provoqué des blessures graves, très nombreuses. Et ce défi illustre les dérives d'une société devenue folle, le risque physique ou moral éclipsé par l'attrait de millions de vues potentielles. Ces comportements, bien qu'amusants, soulignent les pressions exercées par la société moderne, la société du spectacle, sur l'individu. Parce que si ces performances virales semblent parfois vides de sens, elles peuvent aussi être interprétées comme une critique implicite de la société contemporaine. C'est ce qu'a fait notamment une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amalia Ullman, qui a utilisé Instagram pour un projet qui s'appelait Excellence and Perfections en 2014. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant plusieurs mois, elle a joué le rôle d'une influenceuse totalement stéréotypée, publiant des vidéos, des photos avec des légendes reflétant les clichés de la culture des réseaux sociaux. Et à travers cette performance, elle a dénoncé la superficialité et l'obsession de l'apparence dans la société numérique. On pourrait parler aussi, et je vais bientôt m'arrêter là, mais des vidéos comme celle de l'artiste chinois Song Ta. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se filme dans des scènes banales du quotidien en le montrant de manière chaotique, mettant en lumière l'absurdité de notre obsession pour la consommation de contenu rapide. Vous savez, vous êtes là, mais j'imagine qu'avant moi, vous êtes allé scroller frénétiquement et que vous avez regardé pendant une demi-heure des chatons, des gens qui font du bricolage ou du nettoyage de leur intérieur, ou que sais-je, ou selon ce que vous suivez, des réflexions politiques de l'un ou l'autre bord, enfin peu importe, et que vous avez scrollé frénétiquement, et qu'à la fin de cette demi-heure ou de cette heure ou de ces 3 heures que vous avez passé à le faire, eh bien, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh bien, c'est une absurdité de
vouloir consommer du contenu, surconsommer énormément. Et c'est ce sur quoi se basent les algorithmes des réseaux sociaux sur lesquels on se trouve. Eh bien, vous avez remarqué, hein, toutes ces petites vidéos, ces shorts, comme on dit maintenant, ou ces stories, en fait, ils n'apportent pas grand-chose. Et pour obtenir, pour grandir, pour progresser, eh bien, il faut des vidéos plus longues, plus approfondies, avec des gens comme moi qui passent du temps à essayer de mettre en perspective des notions et de vous raconter des histoires qui peuvent vous être utiles dans votre propre progression artistique, dans votre propre recherche graphique. Donc, Songta, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce ça à sa manière. Parce que sa réflexion, elle dépasse le simple cadre des réseaux sociaux et elle nous questionne sur nos priorités à chacun d'entre nous. J'ai envie de parler aussi d'un artiste que j'aime bien aussi, qui s'appelle Raphaël Lozano-Hémer. Alors, lui, il a réalisé une installation qui s'appelle Pearl's Room en 2006, où il nous interroge sur l'obsession de la société actuelle pour la connexion et pour la surveillance. Une simple panne de réseau, une simple zone blanche où nous ne captons pas, où nous n'avons pas nos 4 barres sur notre smartphone, nous devenons fous. Une société où il n'y a pas une caméra à chaque coin de rue, on se dit « Oh mon Dieu, je vais être attaqué ». Alors que vous savez que rien n'empêche que quelqu'un vous attaque dans une zone où il y a plein de caméras, hein, vous le savez, et vous savez que ces caméras ne servent à rien. L'histoire et la société et les études montrent que la criminalité n'a pas baissé avec la présence des caméras dans vos villes. La criminalité n'a pas baissé depuis que nous sommes fliqués de partout sur Internet. Hein, la criminalité augmente, malgré cela. Et qu'est-ce que fait Raphaël Lozano-Hémer? Eh bien justement, il va créer des scénographies dans lesquelles la connexion, la surveillance est partout présente. L'interactivité de ces œuvres place le spectateur face à sa propre dépendance technologique. Et enfin, on pourrait parler de la littérature hein, ou du cinéma, dans les films American Psycho de Bret Easton Ellis ou dans Fight Club de Chuck Palahniuk. Alors, rappelez-vous, la première règle du Fight Club. Il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Qu'est-ce que font ces deux films? Ils explorent la folie sous l'angle de l'aliénation capitaliste. Leurs personnages, qui sont des anti-héros complètement fous, incarnent la fracture d'un monde en quête de sens, d'un monde où chacun se cherche, un monde dans lequel tout le monde est perdu en réalité. On le voit, quelle que soit l'époque, du Moyen-Âge à aujourd'hui, la figure du fou est réinterprétée sans cesse par l'art, parce qu'elle est un miroir parfait des crises et des contradictions de chaque époque. Elle dénonce les excès du pouvoir, explore les marges de l'identité ou critique la déshumanisation technologique. La folie, quelle qu'elle soit, continue de nous fasciner et de nous interroger. Je vais m'arrêter là, mais on se retrouve très rapidement, donc dans 3 jours, pour la prochaine vidéo. S'il vous plaît, laissez un commentaire, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Racontez-moi vos histoires, hein. Peut-être que vous avez une histoire aussi avec la folie. Et en attendant, les amis, on se retrouve dans 3 jours, comme tous les jours. Soyez heureux, créez des photos. Ciao. Watch out for the Draco who cometh in futurum to gnaw on your anima. La morte è supra nos.